Ah, c'est mon petit Manu. Alors Manu, Brigitte a eu sa PS5? Salut Angela. En fait, ça chie dans la colle. Tu as un problème avec ta Brigitte? Je compatis pour toi. En fait, je lui ai collé une PS4, elle s'en est aperçue. Et en plus, il y a cette usine en Chine qui a brûlé. Manu, Sony c'est au Japon. On s'en tape. Moi, je veux une PS5, tu comprends? Le reste, on s'en fout. Et en plus, il y a un commandant bourré qui a bloqué le canal de Suez. C'est le bordel. J'ai proposé mes meilleurs ingénieurs à Sony et ils ont refusé. On se demande pourquoi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette actu du geek, pas mal de sujets. On va parler en particulier de téléviseurs. Et oui, de téléviseurs 8K, 16K, micro LED, diagonale. Est-ce que ça sert bien tout ça? On va parler également de Game Pass. Et oui, on va revenir sur des nouveaux jeux qui vont arriver dans le Game Pass. C'est assez intéressant de faire le bilan. On va revenir aussi sur une information qu'a dévoilée Phil Spencer qui est très intéressante sur les studios Xbox. On va parler également un tout petit peu de PS5, on va parler aussi de Switch Pro, vous verrez pourquoi. Et on va parler également de AMD et Intel dans les portables, les dénominations qu'utilisent AMD et Intel. Petite information sur ma dernière vidéo, comme vous savez, j'aime bien amener des rectificatifs. J'avais tourné cette vidéo avant d'avoir l'information, même si j'aurais pu la trouver en cherchant un peu plus, je le reconnais tout à fait. J'avais dit, donc vous savez, pour le Game Pass, MLB 21 va arriver, le jeu de baseball, et donc je me posais la question pourquoi Sony avait lâché un peu cet exclu qu'ils avaient auprès du Game Pass Xbox. En fait, ils n'ont pas eu le choix, Sony, puisque c'est MLB, la fédération de baseball aux États-Unis qui est très puissante, qui a imposé ça à Sony. Si vous voulez garder le jeu de baseball en l'occurrence, presque exclu on va dire, eh bien il fallait qu'ils élargissent les plateformes pour ce jeu là, pour MLB 21, et donc qu'ils acceptent que ça passe sur le Game Pass en l'occurrence. Je pense que Phil Spencer a bien poussé là-dessus entre guillemets, mais voilà, donc c'est une belle acquisition pour le Game Pass, mais il y a une explication vis-à-vis de Sony. Alors rapidement sur PS5, j'ai vu une démo tournée d'un jeu qui s'appellerait Abandoned, c'est un jeu en photo-réalité, on en a parlé apparemment pas mal dans les journaux. Bon, j'ai vu la démo, c'est quand même... voilà, faut attendre, parce que ça hype pas vraiment. Enfin, personnellement, moi, ça m'a pas vraiment hypé. Je me demande ce que ça va être ce jeu. D'autant plus que c'est un jeu qui vient de Blue Box Game, qui est un studio un peu méconnu. Le précédent jeu, s'était fait sur Kickstarter. Ça avait été lancé sur Kickstarter et il avait récolté 260 $ pour un total de demandé de 10 000 $. Donc, bref... on va attendre de voir ce que c'est cette démo et si elle sort un jour. L'autre nouvelle concernant la PS5, c'est Deathloop, l'autre exclusivité qui devait sortir normalement en mai 2021, qui est repoussée en septembre 2021. Bon, c'est Arkane Studio qui est à Lyon, vous connaissez les mesures qu'il y a actuellement. La Covid, le télétravail qui pose quand même peut-être quelques soucis, ils ont préféré repousser de 2 ou 3 mois, ce n'est pas très gênant. Et comme je l'ai toujours dit, il vaut mieux repousser des jeux, comme Kena Bridge of Spirit par exemple, mais qu'ils soient mieux finalisés à la fin. Passons maintenant à la Switch Pro. Petite information rapide, il y a eu encore du décodage d'un futur firmware qui va arriver. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Apparemment, il y aurait dedans du microcode qui indiquerait qu'il y aurait un update sur le 4K. C'est-à-dire que dans le dock de la Switch, normalement, vous savez, il n'y a que, actuellement, je parle que des puces pour le USB, l'HDMI, et puis un peu de flash memory pour tout ce qui est BIOS de ce dock en l'occurrence, mais il n'y a pas de puce 4K. C'est justement ce qu'on imagine pour le futur, et apparemment ça semble se confirmer. Donc la puce, fameuse puce Tegra ou équivalente qui va suivre et qui va permettre du DLSS en l'occurrence, peut-être du DLSS 2.0 d'ailleurs, sur la Switch Pro versus le téléviseur 4K, ce qui permettra d'avoir du 4K sur la future Switch Pro, mais peut-être aussi sur une Switch classique, puisque si cela concerne le dock et si Nintendo sont intelligents, ils pourraient très bien l'adapter pour la Switch classique. Passer du 720p par exemple au 4K grâce à la puce DLSS de Nvidia qui serait dans le dock. Je suis pas sûr qu'ils fassent ça pour une raison économique et stratégique, mais ça pourrait être très bien fait, on verra ce qu'ils vont décider Nintendo. Alors passons à AMD et Intel. AMD Intel CPU, en l'occurrence, l'information vient de Alienware, la marque, vous savez, qui fait des PC gamers portables, je précise, des PC gamers portables, très connus. Elle a travaillé pendant 14 ans avec Intel en termes de CPU, et bien aujourd'hui, elle a décidé de basculer sur AMD, sur la série Ryzen. Bon, ça se comprend parce qu'effectivement, je vous dis, ce coup-ci, AMD a frappé très fort et a pris un peu d'avance sur Intel, ce qui n'était pas le cas pour la génération précédente.
à cause, toujours pareil, du process en particulier, plus l'architecture Zen 2, Zen 3. Donc AMD a fait très fort et commence à grappiller quelques pourcents sur Intel, sur les parts de marché CPU. Et donc Alienware s'intéresse au Ryzen 7 5800H pour sa gamme et au 5900HX. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le H et le HX? Ben justement parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé, pour Intel et AMD, eh bien c'est la même chose. Le H, en l'occurrence, c'est faible consommation, entre guillemets, hein, c'est pour la portabilité, mais il y a d'autres lettres. Le HX, ça consomme à peu près pareil, mais c'est quand même un peu plus puissant. Ben, c'est pour le 5900 HX en l'occurrence. Chez Intel, en l'occurrence, on a le H et le HK. Le HK, ça veut dire que c'est overclockable dans les portables. Mais on a des gammes aussi en dessous. On a le HS pour AMD, c'est-à-dire plus faible consommation, et on a même le U chez AMD pour les ultra portables à refroidissement passif. Et chez Intel, c'est exactement pareil, on a le U et on a le Y. Donc ça concerne la dernière lettre des CPU. Par exemple, le 10700K overclockable, et bien vous aurez le 10700H pour les portables, 10700HK, donc portable overclockable. Vous aurez bien entendu le U qui consomme un peu moins. Vous pourriez très bien avoir aussi le Y pour les ultra portables. Voilà, donc vous en savez un peu plus sur les dénominations qui sont assez complexes, je le reconnais, chez Intel et AMD. Alors pourquoi je veux revenir sur les jeux pour le Game Pass? Parce qu'il y a certains commentaires qui ont dit oui mais il n'y a rien dans le Game Pass, enfin c'est des jeux AA, il n'y a pas grand chose, etc. etc. Alors déjà je veux repréciser, c'est un écosystème différent de PlayStation ou de Nintendo. Effectivement, les AAA, il y en a peut-être un peu moins, mais ils vont venir, je pense, d'ailleurs dans le futur, on en reparlera, mais il y a quand même des beaux jeux, parce que ça laisse sous-entendre qu'il n'y aurait aucun beau jeu. Si, il y a quand même des beaux jeux, et surtout, je vais parler des arrivées. On parle quand même de Battlefield 6, qui n'est pas rien, qui pourrait arriver dans le Game Pass, bientôt, enfin cet automne normalement, ce serait le gros coup de Phil Spencer et du Game Pass. Parce que bien entendu, le nouveau Battlefield, c'est quand même pas n'importe quoi. On parle également, je vous rappelle, de FIFA 21 qui va arriver très bientôt, de EA Sports. Alors, on peut ne pas aimer FIFA, je peux comprendre, mais on peut pas dire que c'est pas une grosse licence quand même, c'est une licence assez importante. Et comme je l'ai précisé d'ailleurs dans des commentaires, il y a peut-être d'autres jeux qui vont arriver dans le Game Pass d'ici la fin de l'année, peut-être pas sûr, hein, c'est peut-être en 2022, mais par exemple Senua avec Hellblade 2, qui est quand même un très très beau jeu, moi j'avais beaucoup apprécié. Flight Simulator, qui va arriver sur Xbox Series X en l'occurrence, et bien normalement au printemps, à la fin du printemps. C'est quand même pas n'importe quoi. Alors évidemment, on peut me dire, oui, mais c'est un jeu spécifique, pas beaucoup de monde va y jouer. Oui, mais c'est quand même une belle prouesse technologique, et c'est un jeu qui mérite ses lettres de noblesse. Je vous rappelle qu'Asobo a eu le Pégase d'or quand même pour ça. Il y a bien entendu Halo Infinite qu'on attend, la nouvelle mouture, qui sera améliorée et qui sera, j'espère, beaucoup plus belle. Et il y a également Starfield de Bethesda qui peut arriver fin d'année, ou plutôt 2022, on verra, mais qui sera peut-être aussi une grosse surprise. Donc voilà, il y a des surprises qui vont arriver. Elles arriveront peut-être un peu plus tard que, effectivement, certains jeux PlayStation et Nintendo bien entendu, mais je pense que fin 2021, début 2022, et dans l'année 2022, ça va commencer à débouler. L'autre news que je voulais donner, ça vient de Phil Spencer lui-même, ça vient aussi des studios qui vont concerner le Game Pass, des studios Xbox. Et oui, en effet, ils ont acquéri, je vous rappelle, Bethesda, et là-dedans, dans Bethesda, il y avait ID Software. ID Software créé par John Carmack, je vous rappelle, et John Romero, il y a très longtemps, qui ont fait Doom, Quake, et j'en passe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait d'intéressant récemment? Ils ont fait Doom Eternal. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans Doom Eternal? En particulier, c'est le moteur de jeu qui a été plébiscité d'ailleurs par beaucoup de monde, parce qu'il est d'une qualité, ça se voit tout de suite, assez formidable. Il suffit d'y jouer pour s'en apercevoir. Il suffit d'y jouer, j'ai joué sur ma PS4 Pro dessus, et je peux vous dire que c'était quand même juste bluffant. Et ce moteur, ça s'appelle ID Tech, c'est un moteur de jeu, et bien Phil Spencer, il est très content parce qu'il a dit que probablement qu'il allait l'intégrer, enfin qu'il allait le faire intégrer par beaucoup de studios Xbox en l'occurrence, qui s'occupent de FPS et TPS. On peut penser par exemple à Gear qui pourra en profiter, on peut penser à plein d'autres jeux. Une collaboration qui peut d'ailleurs être prometteuse dans tous les sens, parce qu'après tout, Gear peut aussi amener des éléments à ID Software et ainsi de suite. Donc je pense quand même que ça sera intéressant dans l'avenir de surveiller ça, en particulier du côté du moteur de jeu de ID Software. On va terminer cette vidéo par quelques réflexions sur les téléviseurs à venir. En effet, cette réflexion est venue d'un article que j'ai lu qui dit que en 2025, il y aura 72 millions de téléviseurs 8K vendus dans le monde. 72 millions. Cela provient du cabinet Stratégie Analytique qui avait fait une prédiction assez juste sur 2020 en disant qu'il allait y avoir 300 000 téléviseurs à peu près de 8K vendus, ce qui a été le cas, et il prévoit 1 million de téléviseurs en 2021, 8K vendus. Donc je vous rappelle, 72 millions en 2025, dont 25 millions aux États-Unis.
Et ça me pousse à la réflexion, parce que le 8K, est-ce que c'est bien utile? En tout cas, pour des diagonales de 55 pouces, je ne pense pas. 65 pouces, guère plus pour moi. Je le vois aujourd'hui avec mon OLED, avec mon LG OLED 4K. Je ne vois pas trop les pixels. Il faut vraiment que je me rapproche pour les voir. Et encore, je dois être collé à l'écran. On va me dire, oui, mais la définition peut être légèrement meilleure. J'ai quand même quelques doutes, je vous l'avoue. Je pense que c'est plus marketing et stratégique pour que les entreprises de téléviseurs continuent à vendre. Et oui, parce que si vous achetez un téléviseur et que vous le changez que tous les 10-12 ans, c'est pas tout le monde, mais beaucoup de monde le fait quand même, eh bien, le résultat, c'est que les téléviseurs, ça va pas se vendre comme ça. Et donc, on va pousser à la consommation en passant de Full HD en 4K, de 4K en 8K, voire même en 16K. Bien que j'ai quelques doutes pour l'instant pour le 16K. Et pourquoi je parle du 8K? Ben parce que le 8K, ça va à nouveau poser problème. J'ai fait des émissions d'ailleurs pour, vous savez, spécial 2027, ça va poser à nouveau problème pour ceux qui fabriquent les cartes graphiques, Nvidia, AMD et Intel en l'occurrence, et bien entendu pour tout ce qui est console en 2027, la remplaçante de la PS5, de la Xbox Series X et même de la Switch Pro. On peut imaginer que ça va quand même être une difficulté. Je vous rappelle que le 8K, c'est 4 fois le 4K. Donc, il faut gérer ça. Alors, comment ils vont gérer ça? Eh bien, grâce au DLSS et au Super Fidelity côté AMD. C'est ça qui va les sauver en l'occurrence, c'est-à-dire une résolution plus basse. Et par un upscaling intelligent, on va arriver au 4K, 8K, voire pourquoi pas un jour au 16K. Mais on peut quand même se poser cette question, est-ce que cette course effrénée à la super résolution, est-ce que c'est utile? Passer à 8K, est-ce que c'est vraiment utile? Et à 16K, et j'en passe. Moi, je pense que non, malheureusement. Alors, en tout cas, pour l'instant, parce que j'ai également fait un petit calcul sur les diagonales. Et oui, en regardant un peu les diagonales moyennes qui étaient vendues, en 2014, on était en 32 pouces. Alors, pour un prix de 1000 €, bien sûr, vous pouviez trouver plus cher, moins cher, etc. Mais pour 1000 €, vous pouviez accéder en 32 pouces. On est passé en 40 pouces en 2016 et ensuite en 55 pouces en moyenne en 2018. 65 pouces en 2020, probablement 75 pouces en 2022, toujours à un prix de 1000 €, et etc., etc. Donc ça veut dire qu'en 2024, on pourrait être à 85 pouces, et en 2026, à 95 pouces, diagonale de plus de 2,90 m, je vous rappelle, en 95 pouces. Alors vous allez me dire, tout le monde ne va pas pouvoir rentrer ça dans son salon, c'est tout à fait vrai, vous avez raison, mais ça va pousser quand même vers ça. C'est-à-dire que grosso modo, les constructeurs, ils poussent pour agrandir toujours les téléviseurs, pour que vous les changiez. Il y a 3 méthodes pour vous pousser à changer de téléviseur, plus l'obsolescence, ça c'est une 4e méthode. La première, c'est simplement que la qualité du téléviseur, est-ce qu'on a une meilleure image? Si on a une meilleure image, par exemple, oui, ça va vous pousser un jour à changer. La deuxième méthode, c'est de passer du 8K au 16K. Alors c'est une méthode un peu pernicieuse, mais grosso modo, il va y avoir des contenus 8K, peut-être un jour, beaucoup plus de contenu 8K, et on va vous dire, regardez, on a une meilleure qualité en 8K, on a des lecteurs 8K, pourquoi vous avez un téléviseur 4K? Des consoles 8K peut-être un jour. Et la troisième méthode, c'est bien entendu la diagonale. Ils poussent surtout sur la diagonale. Regardez, vous avez pour le même prix une image bien plus grande, vous êtes proche du cinéma. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, le cinéma, que le téléviseur chez soi, il faut quand même le préciser. Mais voilà, donc ils vont augmenter les diagonales pour ceux qui auront la possibilité d'intégrer un plus grand téléviseur chez soi. C'est leur façon de vendre. Quant au premier moyen, c'est-à-dire la qualité d'image, eh bien, il y a aussi les ruptures technologiques, en particulier celle du micro-LED. Micro-LED dont on parle aujourd'hui avec Samsung. Alors j'ai regardé, si on se base sur le OLED, en 2013, un OLED, ça coûtait 150 € le pouce. Grosso modo, c'était le 55 pouces, coûtait 8000 €. L'un des premiers LG OLED coûtait 8000 € en 55 pouces. Actuellement, le pouce en micro-LED, ça coûte 1000 €. Et oui, ça veut dire qu'un 55 pouces coûte aujourd'hui, si Samsung le produit, 55 000 €. C'est pas tout à fait le même prix. Alors j'ai regardé la baisse, aujourd'hui vous pouvez avoir du OLED presque pour 1000 €. C'est pas tout à fait vrai, en 55 pouces vous êtes plutôt à 1100. En l'occurrence avec le B10, le modèle 2020 qui est vendu maintenant, vous pouvez le trouver à 1100 €, on va dire 1000 €. Donc il y a une baisse assez importante, puisque ça veut dire qu'on est passé de 150 € en 2013 le pouce pour le OLED à peu près 18 € aujourd'hui. Si je prends la même baisse, ça veut dire qu'un micro LED vers 2028-2029 sera pour un 55 pouces à 6825 €, ce qui sera extrêmement cher encore. Alors ça provient de quoi? Ça vient tout simplement de la production. Ça veut dire qu'actuellement c'est encore très cher à produire le micro LED. Mais je pense, on verra si j'ai tort, que ça va aller plus vite que ça. C'est-à-dire qu'en 2028-2029, on ne sera pas à 6825 € le micro LED, mais que tout ça, ça va s'accélérer parce que le micro LED, oui, il faut bien l'avouer, en tout cas pour l'instant, c'est un peu le futur. Ça prend toutes les qualités du OLED et toutes les qualités du LED et ça les rassemble sans les défauts.
Donc c'est une vraie rupture technologique. On verra si ça s'accélère comme je l'ai dit, mais Samsung s'est mis dessus à fond, ils pensent que c'est l'avenir et ils ont raison, et il y a d'autres marques qui vont faire de même. N'hésitez pas en commentaire en tout cas à me dire ce que vous pensez et du Game Pass et de la stratégie de Phil Spencer et également des téléviseurs, en l'occurrence de l'avenir des téléviseurs, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.